Chers amis, bonjour. On me propose de commencer, alors je prends la parole volontiers pour vous dire tout le plaisir qu'on a à vous accueillir pour cette deuxième partie de l'hommage que nous rendons collectivement à Christine de Rivoire à l'occasion du centenaire de sa naissance. Alors moi, j'interviens à cette tribune en tant que représentant de la Fédération nationale des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires et de son réseau de la Nouvelle-Aquitaine, que j'ai créé il y a quelques années. Nous sommes partenaires de cet hommage parce que, d'abord, première raison, les amis de Christine de Rivoire sont adhérents de la Fédération et du réseau régional depuis sa création. C'est un adhérent très actif et qu'on apprécie beaucoup parce que des expositions, des rééditions, un nombre d'adhérents qui est important, une revue de qualité dont 3 numéros sont déjà sortis, le 4e est en préparation. Donc, beaucoup de projets et un projet important qui est celui de réfléchir à l'ouverture éventuelle de la maison de Christine de Rivoire à Onesse-la-Harie. Nous avons déjà 20 maisons d'écrivains ouvertes au public en Nouvelle-Aquitaine. Ce serait donc peut-être la 21e. Nous travaillons aussi parallèlement, d'une part, sur l'ouverture du domaine de Platier à Duras, qui est la maison dans laquelle Marguerite Duras a vécu quelques années. Il s'agit plutôt d'une ruine que d'une vraie maison, mais enfin, on essaye de réfléchir à ce que peut avoir comme puissance d'évocation des ruines. Et puis, nous avons aussi un autre projet avec son propriétaire à l'abbaye de Fès, qui a été la maison de Maurice Druon. Donc, vous voyez que nous continuons à être actifs pour essayer d'ouvrir de nouvelles maisons d'écrivains en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous, la maison d'écrivains a évidemment un lien très important avec la littérature. C'est même un élément de la littérature incarnée. C'est un moyen d'accès à la littérature et à la culture. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'y travailler également avec notre autre partenaire, représenté par Caroline, qui est l'Université des enseignants-chercheurs. Nous avons lancé une série de rencontres entre maisons d'écrivains, associations d'amis d'auteurs et chercheurs, chercheuses. Les 3 premières journées ont travaillé sur la valorisation des fonds littéraires. Nous avons édité un petit ouvrage qui reprend l'essentiel des échanges, qui s'appelle la valorisation des fonds littéraires. Les 3 journées avaient eu lieu ici à la bibliothèque municipale de Noyadec, qui est d'ailleurs adhérente de notre fédération. Et nous préparons les prochaines journées à la médiathèque de Pau en mai, avec un nouveau thème pour le triptyque à venir, qui est la place de l'écrivain et de son œuvre dans l'espace public. Donc voilà, toutes ces raisons pour lesquelles je suis très heureux d'être à cette tribune, à côté d'une association d'amis d'auteurs extrêmement active, à côté d'une représentante de la recherche à l'Université Bordeaux-Montaigne, et je suis heureux de vous passer maintenant la parole, à tous les deux. Merci Jean-Claude et bienvenue à tous aujourd'hui et à toutes. Alors, à mon tour de faire un certain nombre de remerciements, et à commencer par la bibliothèque municipale qui nous accueille aujourd'hui, qui est un partenaire fidèle et avec lequel on a en effet institué de nombreuses collaborations autour des fonds littéraires et des fonds patrimoniaux. Et je salue Agnès Verret qui nous a rejoints ici et avec laquelle j'ai le bonheur de travailler régulièrement autour de François Mauriac, puisque à l'origine, donc je suis spécialiste de François Mauriac et je dirige le centre de recherche à l'Université Bordeaux-Montaigne. Collaboration donc passionnante et qui est tout à fait dans le fil droit de ce que Jean-Claude Rago vient de rappeler, c'est-à-dire ce partenariat avec les maisons d'écrivains et avec le réseau des maisons d'écrivains. Et j'en profite pour saluer à mon tour le travail qui est mené depuis que Jean-Claude a créé donc ce réseau, et qui est une véritable défense et illustration de la littérature, hein, pour parodier un titre célèbre d'un de nos humanistes du XVIe siècle. Et je lui rends encore un hommage parce que ce réseau est vraiment essentiel à nos territoires, mais aussi oui, je rends un hommage à toi, parce que sans toi, le réseau n'existerait pas, et nous ne serions, par voie de conséquence, pas ici ensemble aujourd'hui, parce que ce serait beaucoup plus difficile de faire ces actions communes, justement, et de tisser ces relations entre des associations d'amis d'auteurs qui sont extrêmement actives et qui ont besoin de soutien, du soutien de l'université, mais aussi d'une visibilité
qui naît à travers ces différents partenariats et avec la bibliothèque. Et donc, ces lieux qui sont incarnés à travers des maisons et qui permettent aux écrivains qui sont un petit peu oubliés, mais Mauriac aussi est oublié. Donc, Christine de Rivoire, parfois, il y a des éclipses dans la réception d'une œuvre littéraire ou d'un écrivain. Et justement, le but de nos rencontres et de nos journées, c'est de remettre dans la pleine lumière à laquelle Christine de Rivoire non seulement a droit, mais qui elle est un être de lumière. Donc, de pouvoir en effet lui rendre cet hommage. Et merci donc à l'association des Amis de Christine de Rivoire, qui est magnifiquement représentée par son président, Frédéric Maget, pour lequel j'ai une grande admiration, qui est quelqu'un qui, en 3 ans, a créé une association extrêmement dynamique, avec, comme tu l'as rappelé, Jean-Claude, une publication qui est d'une grande qualité. Il est d'ailleurs secondé, je crois, par Chantal Bigot, que vous aurez le plaisir d'entendre dans quelques instants. Donc, une association très active, menée de main de maître, et avec, aux côtés de Sylvaine Nicolaï, à laquelle je veux aussi dire toute mon affection et mon admiration, qui est l'ayant droit de Christine de Rivoire, et qui est en train, avec Frédéric, de mettre en place cette future maison d'écrivains, et un lieu qui, si vous ne le connaissez pas, mérite vraiment d'être découvert dans son intimité et dans tout ce qu'elle a à offrir sur la compréhension de l'œuvre de Christine de Rivoire aujourd'hui. Alors, merci aussi aux intervenants. Donc, j'ai cité Chantal Bigot, mais je ne peux pas ne pas avoir une pensée très tendre pour Pierluigi Pinelli, qui nous vient de l'Université de Gênes, et qui est un spécialiste de la littérature française, spécialiste de Mauriac. Vous voyez les complicités qui peuvent se nouer autour de Christine de Rivoire, et à travers la Maison Grasset d'ailleurs. Et Pierluigi Pinelli va apporter cette coloration internationale que nous avions voulu donner à ces rencontres, à cet événement. Et il est spécialiste également de la critique génétique, dont il vous parlera peut-être, ou Frédéric en parlera quand il le présentera. Donc, critique génétique, qu'est-ce que ça peut être? Suspense, vous le saurez dans quelques instants. Également, merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Alors, c'est vrai que au départ, on avait une ambition un petit peu plus grande. On voulait faire un colloque sur 2 jours. Il s'est avéré, pour des raisons diverses, que nous n'avons pas eu tout à fait le succès escompté. Alors, bon, un mot, bien sûr, la raison première, c'est la crise sanitaire, l'incertitude dans laquelle nous sommes plongés depuis quelques années, finalement, 2019, 2020. Et puis également, peut-être là, une responsabilité que je revendique pleinement, c'est-à-dire que pour faire vivre un auteur dans un espace universitaire, il faut du temps. Il faut du temps à la recherche. Et ce temps nous a peut-être manqué entre le moment où on a diffusé un appel à communication pour essayer de recueillir des vocations, ou en tout cas un intérêt pour cette œuvre qui mérite d'être revisitée. Eh bien, nous avons manqué un petit peu de temps puisque l'appel à communication a été passé pendant l'été. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés dans l'avenir, mais qu'ils n'avaient pas pu se libérer à l'automne. Alors, maintenant, peut-être quelques mots sur le sens de nos rencontres. Vouloir faire un colloque ou une manifestation scientifique autour de Christine de Rivoire prend déjà tout son sens quand on écoute Christine de Rivoire qui nous dit, qui déclare en 2014 à Frédéric Maget, qui déclare « Je ne suis pas faite pour mourir ». Et en effet, cette célébration, c'est une célébration de la vie et de la naissance. 29 novembre 1921, Christine de Rivoire naissait, et c'est sous ce signe de la naissance et de la vie, je crois, que nous avons voulu placer ce colloque dans toute sa diversité. Alors, diversité qui est aussi en lien avec la complexité de son œuvre, sur laquelle je vais revenir dans une seconde. Mais je voulais insister peut-être sur un point qui n'est pas à l'honneur de l'université ou même des études universitaires, c'est-à-dire que dans les ambitions que nous avons dû revoir à la baisse, il y a aussi ce phénomène de la recherche que je veux vous livrer et qui est une problématique à laquelle dont il faut prendre en compte et pour laquelle on peut s'interroger, c'est-à-dire il y a des phénomènes de mode. L'université a ses propres
normes, ces codes, ces normes. Et il est beaucoup plus facile aujourd'hui de parler de la question du genre, de parler du woke, de parler de l'intertextualité, de la pluridisciplinarité, de toutes ces choses en T qui nous font oublier l'universalité. Et en réalité, Christine de Rivoire, eh bien, si on veut faire preuve de curiosité, elle coche, pardon pour l'expression familière, elle coche toutes les cases. C'est-à-dire que, en effet, c'est une femme de notre temps. C'est une femme qui est moderne, mais moderne dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas une modernité d'affichage, de convention, de modernité éphémère. C'est vraiment quelqu'un qui nous parle de nous aujourd'hui et qui s'inscrit dans ses études, qui marquent une complexité et une pluralité. C'est une femme qui a été tour à tour journaliste, romancière, qui a écrit des pièces de radio. Donc son œuvre, c'est une œuvre de polygraphe. Elle s'essaie à différents registres dans lesquels elle excelle. Et ces registres sont relayés par, pour un chercheur, c'est magnifique, c'est-à-dire par un certain nombre d'inédits, des manuscrits. Donc il y a un fond extrêmement riche qui serait à étudier, à valoriser bien sûr, mais déjà à connaître et à divulguer auprès du public, du grand public et du public amateur et du public aussi étudiants et chercheurs. Donc il y a vraiment un trésor autour de l'œuvre de Christine de Rivoire, un trésor complètement inexploré, inexploité. Et puis c'est une femme de notre temps, c'est une femme libre, une femme qui apprend, qui apprivoise la liberté. Alors, même si elle porte en elle, je pense très profondément, cette espèce de révolte lucide face à un ordre des choses ou à un ordre du monde, où elle nous apprend peut-être à vivre plus en harmonie avec ce qui lui est cher et ce qui est important pour elle, c'est-à-dire la nature, mais un ordre de la nature, c'est-à-dire un ordre du monde particulier. Donc, cette femme nous rappelle aussi, nous, femmes, comment vivre ou interroge nos corps, notre sexualité, bien avant des féminismes beaucoup plus grandiloquents ou beaucoup plus expansifs. Et elle le montre, elle, cette féminité, de là où elle est, hein, au moment où elle est, dans sa singularité à elle. Donc là aussi, c'est une chose qui pourrait être absolument explorée, exploitée. Et puis cet amour qu'elle a, qu'elle porte en elle, amour des autres, amour pour lequel finalement elle a des formes d'avidité, c'est-à-dire un amour des bêtes, hein, des hommes et des animaux également, avec une relation toujours de grande pureté, me semble-t-il, dans ses affections. Et puis femme, encore par sa fragilité face à la force d'un monde qui parfois marque une violence et pour lequel finalement ce retour aux sources, ce retour à une nature bienveillante qu'il faut apprivoiser, qu'il faut prendre le temps de connaître, de rencontrer, est aussi caractéristique de notre époque, avec cette attention à l'écologie, à notre environnement, qui est une œuvre quotidienne et à laquelle Christine de Rivoire s'attelle bien avant qu'on parle même d'écologie. Donc elle est vraiment de notre temps. Et enfin, une femme qui est une femme engagée dans son temps, proche de toute, qui est responsable, qui a une lucidité responsable. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'être responsable en tant qu'universitaire et de vous rappeler cette richesse et d'essayer de faire naître, puisqu'encore une fois, on est sous le signe de la naissance, de faire naître de nouvelles vocations autour de cette œuvre et de cette femme. Merci beaucoup Caroline, merci Jean-Claude. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ces rencontres. Ce 100e anniversaire de la naissance de Christine de Rivoire est probablement la première des commémorations, hein, puisque Christine de Rivoire nous a quittés en 2019, donc tout récemment. C'est sans doute la première occasion qui nous est offerte de faire un point, une sorte de premier bilan sur la place que Christine de Rivoire occupe dans notre littérature, celle que peut-être elle occupera dans les années à venir, et puis aussi ce qu'elle lègue en matière de mots, d'images, de sensations, d'impressions à notre imaginaire collectif. Alors,
Vous le rappeliez tout à l'heure, Jean-Claude, nous avons débuté cet hommage samedi dernier à Onès El Lahari, dans le village d'enfance de Christine de Rivoire, là où se trouve sa maison, avec une première journée d'études consacrée à Christine de Rivoire, disciple de Colette, un parallèle qui a été fait par la presse de son temps très tôt, depuis l'Alouette au miroir en 1955 par Émile Henriot, jusque par Jérôme Garcin lors de la réédition du Petit Matin, donc dans la collection Les Cahiers Rouges chez Grasset. Et d'une certaine façon, nous allons prolonger aujourd'hui ce parallèle, puisque nous allons rappeler que comme Colette, Christine de Rivoire a été journaliste, c'est ce que Chantal Bigot nous rappellera dans quelques instants, que comme Colette, Christine de Rivoire s'est intéressée au cinéma, non seulement ses œuvres ont été adaptées à l'écran, mais elle a participé activement à l'adaptation de ses œuvres, que ce soit pour La Mandarine ou pour les sultans dont nous parlera Pierluigi Pinelli. D'une certaine façon, l'entretien que nous allons avoir tout à l'heure avec Jean-Marie Plane, que je salue et que je remercie ici, où on va se demander si Christine de Rivoire est un écrivain bordelais, finalement, pour Colette, on pourrait se poser une question similaire. Colette est-elle un écrivain parisien? Puisque finalement, l'une et l'autre ont vécu de longues plages de temps dans ces villes capitales, alors qu'on a tendance à les assimiler davantage à leur région d'origine. Et de fait, comme Colette, Christine de Rivoire a ses racines qui saignent, l'expression est de Colette, c'est-à-dire qu'elle aura passé sa vie et son œuvre à chanter ce regret de sa terre d'enfance et cette nostalgie, autre point commun. Mais finalement, cette demi-journée, on va passer ensemble, donc ces quelques communications, on ne les a pas placées sous le signe de Colette, mais sous le signe d'un autre auteur. Si j'osais, je vais essayer ce parallèle, puisqu'il a été fait le premier par Claude Pichois, grand spécialiste de Colette, par le plus collettien des écrivains américains, William Faulkner. Alors tout à l'heure, je pourrais expliquer pourquoi si vous voulez, mais Chantal Bigot donc va parler de cette carrière de Christine de Rivoire au Monde. Il faut savoir que Christine de Rivoire avait étudié le journalisme aux États-Unis, il était donc revenu en France parfaitement bilingue, et cela n'avait pas échappé aux journalistes du Monde, notamment à Hubert Beuve-Méry et à Olivier Merlin, qui l'ont engagé pour mener les entretiens, en particulier avec les artistes anglo-saxons ou anglophones qui venaient en France. Et c'est comme ça qu'elle a été amenée à rencontrer William Faulkner. Elle a fait d'ailleurs une sorte de tour de force, puisqu'il venait d'arriver à Paris, non pas incognito, mais quasiment. Il venait de recevoir, ou il avait reçu le prix Nobel de littérature, et elle va obtenir le premier entretien avec le grand auteur de Lumière d'août, par exemple, ou de Sanctuaire, bien sûr. Et elle raconte, tout à l'heure, on entendra un extrait de cet article, comment elle s'est retrouvée au premier étage du Flore, et à force de bourbons bien tassés, les langues se sont déliées, notamment celle de William Faulkner, bien sûr, et qui lui a livré donc cette phrase « J'écris mes livres avec la terre rouge de mon pays ». Et cette phrase, qui arrive donc en 1950 dans l'imaginaire de Christine de Rivoire, elle va s'en souvenir, elle va la faire sienne. À la terre rouge du Sud, elle va évidemment transposer le sable couleur d'ossement des chemins d'Aunès et des Landes, mais l'asphalte parisien également, ou le sable des plages d'Andaille, et à la fin de sa vie, écrira elle-même « On écrit avec la terre de son pays ». Et c'est finalement ce fil rouge, ou mauve, si je veux prendre une couleur emblématique de Christine de Rivoire, que nous allons essayer de suivre ensemble, comment le lieu où l'on vit, le lieu où un créateur vit, influence sa création, son œuvre, et on va essayer de suivre ensemble Christine de Rivoire depuis ses débuts donc comme journaliste au Monde jusqu'à son retour à Onès et Lahari à partir des années 70, en faisant donc des parallèles entre ses œuvres et donc ses points plus biographiques. Pour évoquer ces différents aspects, je remercie Romy Estève donc d'avoir accepté de nous accompagner. Romy Estève est comédienne, chanteuse, mezzo-soprano, danseuse également. Elle a suivi une formation universitaire, mais aussi au Conservatoire de Bordeaux. Elle s'est produite sur beaucoup de scènes dans ces différents registres, et je la remercie très chaleureusement d'avoir accepté de nous accompagner pour faire entendre quelques-uns des textes de Christine de Rivoire. Alors notre pérégrination va commencer à Paris. Je le rappelais à l'instant, Christine de Rivoire a passé une large partie de sa vie à Paris. En réalité, elle s'est partagée entre Paris et les Landes. Paris
Elle le découvre pendant les années d'occupation, puisqu'elle arrive à Paris en 1944 pour y étudier l'anglais et la civilisation américaine à la Sorbonne. Ce sont des années très importantes pour elle, puisqu'ils vont nourrir par ailleurs, plus tard, une forme de culpabilité, puisqu'elle se reprochera d'avoir vécu finalement avec une certaine insouciance cette période, ne voyant rien et découvrant plus tard l'horreur de ce qui se passait derrière les façades des rues qu'elle fréquentait, eh bien, elle va en concevoir une grande culpabilité, d'où les textes tout à fait frappants et émouvant qu'elle consacre à la Shoah, et notamment un personnage qui incarne pour elle cette culpabilité, Hélène Baird. Elle va quitter la France pour les États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, et lorsqu'elle revient donc en 1949, elle cherche à débuter dans la carrière et elle va être engagée donc au Monde pour y être courriériste. Après Le Monde, elle va rentrer comme directrice littéraire à Marie-Claire. 1955, c'est son premier roman, L'Alouette au miroir, puis La Mandarine, puis, si je passe sur quelques-uns, Les Sultans en 1964, des romans très parisiens, puisqu'ils se passent exclusivement dans des quartiers parisiens où Christine de Rivoire a vécu. Et même lorsque les Landes vont faire leur apparition en 1968 avec Le Petit Matin, eh bien, en réalité, les Paris ne quittera jamais véritablement Christine de Rivoire. Pensez à Reine-Mère, qui se passe rue Sugère, une rue où Christine de Rivoire a vécu, ou pensez à Fleur d'Agonie, qui se passe également à Paris. Alors pour éclairer ce premier aspect, cette première étape de notre pérégrination, donc Paris, deux intervenants. D'abord donc Chantal Bigot. Chantal Bigot est pour moi une personnalité essentielle, puisque c'est avec elle que j'ai découvert, dit-elle à 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus trop, 17 ans, voilà, les écrits de femmes, puisque Chantal Bigot est libraire d'anciens et une des grandes spécialistes en France des écrits de femmes, puisqu'elle a consacré sa librairie qui s'intitule Les Amazones aux écrits de femmes. Elle a accepté d'ailleurs de créer avec moi le Festival international des écrits de femmes qui a lieu à Saint-Sauveur-en-Puisée, donc la patrie de Colette. Et par ailleurs, on lui doit de nombreuses études et éditions, notamment l'édition de La correspondance de Lucie de la rue Mardrus avec Nathalie Barnet, qui est déjà sortie. Vont venir La correspondance de Lucie de la rue Mardrus avec Robert de Montesquieu, qui doit sortir dans quelques mois. Et on attend avec beaucoup d'impatience la correspondance de Nathalie Barnet avec René Vivien, qui s'annonce tout à fait passionnante. Et je laisse la parole à Chantal Bigot.